Bonjour, cher Omar, comment vas-tu? Bonjour Rama, je vais bien, merci de ton côté. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est un réel plaisir de t'accueillir enfin dans cette émission 30 minutes avec, qui est une émission qui discute de sujets économiques, politiques, environnementaux, d'actualité pour le continent africain. Alors, Cheikh Oumar Ba est socio-anthropologue. Il est le directeur de IPAR, le think tank ouest-africain qui travaille sur la stratégie et la prospective, basé à Dakar. Et tu en es le directeur depuis 2009. Donc, on devrait dire depuis Dr Cheikh Oumar Ba parce que tu es depuis 2017 le président du réseau de centres de recherche indépendants de l'UEMOA, RTT, qui regroupe une trentaine de think tanks basés en Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Bénin, Niger, Guinée-Bissau et enfin Sénégal. Tu es aussi l'ancien directeur du bureau d'analyse macroéconomique de l'ISRA, l'Institut sénégalais de recherche agricoles, et tu as aussi été membre fondateur du centre de recherche sur les politiques sociales au Sénégal, le CREPOS. Alors, Dr Cheikh Oumar Ba est titulaire d'un doctorat en sociologie, spécialiste des questions de développement agricole et rural, de la sociologie des organisations, des questions de genre et de migration internationale. Tu as travaillé pendant plus d'une quinzaine d'années dans des institutions de recherche au Sénégal, plus d'une vingtaine, que dis-je, vingtaine d'années dans des instituts de recherche au Sénégal et au niveau international en partenariat avec la FIDA, la FAO, le CRDI, le Centre de recherche pour le développement international, la Banque mondiale, et tu es l'auteur de plusieurs publications scientifiques ou destinées aux décideurs politiques, notamment sur des thèmes relatifs à la migration et au monde rural en Afrique de l'Ouest. Alors, tes recherches ont été orientées vers le secteur agricole et dans ton travail, tu établis les rapports entre l'agriculture et l'immigration et tu as montré que les retombées de cette dernière pouvaient participer au développement du secteur agricole. Alors, last but not least, comme on dit, Cheikh Omar est aussi le coordinateur technique du comité d'évaluation, de révision et d'actualisation de la LOASP, la loi d'orientation agro-silvopastorale du Sénégal, le CERAL. Merci beaucoup, cher Omar, d'avoir encore une fois accepté cette invitation. C'est un réel plaisir de t'accueillir pour discuter de sujets dont tu es éminemment expert, même si tu te caches. On a réussi aujourd'hui à te débusquer un peu. Bonjour, cher Omar. Bon. Bonjour Docteur Rama, c'est un plaisir de participer effectivement à ces 30 minutes avec. Et c'est l'occasion de passer en revue un certain nombre de questions que tu voudras bien me poser. Merci Ce beaucoup. sera avec plaisir et je suis disponible. Merci beaucoup, cher Omar. Alors, on va parler de ton rôle comme coordinateur technique du comité d'évaluation et de révision d'actualisation de la LOASP. Alors, pourquoi est-ce qu'il était important 20 ans après, la loi ASP a été adoptée en 2004, 20 ans après donc, d'évaluer, de réviser cette loi et quel en est l'objectif? La révision de la loi était déjà intégrée dans le processus, même du processus et voir les ajustements nécessaires à faire. En août 2022, le gouvernement du Sénégal, tenant compte du fait que la loi était arrivée à terme, c'était 2004-2024, avait estimé nécessaire de mettre en place un comité. C'est ce comité CERAL, qui réunit pratiquement l'ensemble des ministères concernés par le secteur agro-silvopastoral et halieutique, mais aussi par d'autres acteurs impliqués, notamment les organisations paysannes, les instituts de recherche, etc. Avec l'arrivée de la seconde alternance au Sénégal, politique au Sénégal, donc le nouveau régime a demandé à ce qu'on puisse accélérer la mise en œuvre. Parce que honnêtement, depuis que ça a été mis en place en 2022, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution en termes de choses concrètes par rapport à l'opérationnalisation de la révision. Et donc, de ce point de vue, ils ont mis en place un comité restreint et j'ai eu la chance d'être désigné comme coordinateur technique à côté d'un autre coordinateur administratif et financier, le DEMER, et d'autres acteurs, notamment sur, par exemple, le Conseil supérieur d'orientation, qui est une des composantes les plus essentielles de la loi. On y reviendra, parce que ce conseil consacre la rencontre entre le président de la République et l'ensemble
des organisations professionnelles agro-silvopastorales et halieutiques. Et ce conseil, justement, la préparation, la coordination de la préparation est assurée par M. Najir Roussal, président du CNCR. Merci beaucoup, cher Omar. Alors, j'ai récemment lu Dr Ibrahima Hatch, qui est l'actuel directeur adjoint de Feed the Future, sur le site de IPAR. Il faisait l'évaluation de la LOASP et voici ce qu'il en a dit. La LOASP est une loi innovante et ambitieuse, mais dont la mise en œuvre a été entravée par un défaut de portage politique et de pilotage. Donc, est-ce que tu peux nous parler, en tant qu'expert, de pourquoi cette loi si ambitieuse, si désirée, tant voulue par les acteurs du secteur, et pourtant en mal d'implémentation? Qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut améliorer cela? Alors, ce qui se passe, c'est que nous-mêmes, on s'interroge quand on fait de la recherche et on est devant cette situation, on se pose des questions. Pourquoi une loi aussi révolutionnaire, aussi innovante, n'a pas été totalement mise en œuvre? Bon, il faut aller chercher les explications à plusieurs niveaux. De mon point de vue, le premier niveau, c'est que d'abord, il y a une sorte de manque de volonté politique, pour être clair. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que l'élaboration de la loi a été le fait du président Abdoulaye Wade. Ensuite, son premier ministre, c'était l'ex-président Macky Sall. Donc, pratiquement, et c'est les deux qui ont conduit le pays de 2004 à 2024 quasiment, 23. Exactement. Donc, la question qu'on se pose, c'est que s'ils n'ont pas mis en œuvre, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne connaissaient pas la loi, d'autant plus que c'est eux-mêmes, les deux, qui ont effectivement porté la validation de cette loi. Maintenant, si on va dans le fond, les choses qui n'ont pas été prises en compte, c'est que l'élément central, c'était la rencontre entre le chef de l'État et les organisations professionnelles agro-silvopastorales et halieutiques. Chaque année, normalement, il était prévu de faire ce qu'on appelle la conférence agricole au mois de mars, et qu'avant la fin de l'année, qu'il y ait une rencontre entre le chef de l'État et l'ensemble des organisations professionnelles agro-silvopastorales et halieutiques. Il s'est trouvé que cette rencontre n'a jamais pu se tenir. Et puis, en dépit du souhait des organisations paysannes portées par le CNCR, cela ne s'est jamais produit. On peut se poser beaucoup de questions, effectivement, parce que, vous voyez, la mise en œuvre de la loi, l'autre élément qu'on a vu, par exemple, dans le cadre du bilan, parce qu'on vient de faire un bilan, qui a permis de voir que sur les 52 engagements, pratiquement 6 n'ont pas du tout été mis en œuvre, mais que près de 20, pratiquement 17, sont en cours d'exécution. Mais on se rend compte que c'est des niveaux différents, parce qu'il y a des décrets d'application qui auraient dû sortir, il y a des éléments de loi qui relèvent plutôt de l'aspect institutionnel, d'autres de l'aspect réglementaire, etc. Mais ceci dans cela, sur les 52 engagements, on se rend compte qu'ils n'ont pas été réellement mis en œuvre. Parce qu'en tout cas, les points essentiels, aujourd'hui, les organisations paysannes rappellent que l'essentiel de la loi se trouve dans le titre 2, en effet. Parce que c'est dans le titre 2 que nous avons la reconnaissance juridique des statuts, en tout cas des statuts des exploitations agricoles. Parce que si aujourd'hui, les exploitations ne sont pas reconnues comme acteurs majeurs, comme métiers, ça pose un problème de considération. Parce que c'est comme si être paysan ou être pêcheur n'avait pas de valeur, en tout cas au niveau du Sénégal. Or, le combat de ces organisations était d'abord d'être reconnus comme acteurs majeurs, contribuant à l'économie nationale. Et donc, ce décret devait effectivement consacrer cette reconnaissance, qui ne s'est jamais produite. Deuxième élément, il y a la protection sociale. La protection sociale devait permettre, par exemple, un paysan, ou en tout cas un agriculteur, un éleveur, ou un pêcheur, à la fin de en tout cas à sa retraite, de pouvoir bénéficier effectivement d'un certain nombre d'avantages et même de pouvoir se retirer de l'exploitation pour la confier à sa famille ou à son fils qui va reprendre, ou sa fille qui pourrait reprendre l'exploitation. Malheureusement, cette disposition n'a jamais été mise en œuvre. Bon, on peut citer d'autres exemples comme le foncier. La réforme foncière devait intervenir 2 ans après la mise en œuvre en 2004. Donc en 2006, on devait avoir une réforme foncière.
Mhm. Ce qui s'est passé avant même qu'on arrive à 2006, en 2005 déjà, le président Wade avait installé à la présidence de la République une commission qui Mhm. devait s'occuper de ce qu'on appelle la Commission nationale du droit de la terre, Mhm. qui était présidée par le professeur Serigne Diop, Mhm. et finalement qui montrait que parallèlement au travail en cours au niveau du ministère de l'Agriculture avec la DAPS à l'époque, qui est devenue la DAPSA, qui avait un groupe de travail qui devait travailler, qui devait se consacrer à la réforme foncière, Mhm. il y avait une autre commission qui travaillait sur la réforme. Donc, ça C'est la montre. commission dirigée par Sourang ou Non, c'est... ça c'est plus tard. Souran, c'est à partir de 2013. D'accord. Pratiquement, donc ça c'était 2005 déjà. Mhm. Ça montrait justement l'absence de volonté politique. Parce que Mhm. s'il y avait une volonté politique, il y aurait une seule commission qui Exactement. allait regrouper toutes les questions, ensemble les acteurs et aller vers une réforme. Mais Exactement. le fait d'avoir une réforme de manière un peu effectivement isolée, ça montre une difficulté. Le Mhm. deuxième élément sur la réforme foncière toujours, c'est qu'en 2012, avec l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir, Mhm. avec le combat porté par les organisations paysannes, le gouvernement avait accepté de mettre en place une commission nationale de réforme foncière, Mhm. dirigée par le professeur Doudou Ndoye d'abord. Oui, exactement. Et sa démission, c'est devenu le professeur Souran. Moi-même, j'étais membre de la commission nationale de réforme foncière Mhm. pendant un temps où on a essayé de travailler au niveau national, on a fait les consultations. Mhm. À l'arrivée, quand le document a été présenté au président de la République, il Mhm. n'avait pas voulu entériner. Donc, du coup, il avait supprimé la commission. Mhm. Même si la commission a permis quand même d'élaborer un document de politique foncière, Mhm. aujourd'hui qui peut être la base d'une réforme négociée au Sénégal. Mhm. Troisième élément, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les questions, par exemple, d'installation des jeunes, c'était une préoccupation majeure en disant comment on fait pour accompagner l'installation et l'insertion des jeunes dans les exploitations agricoles. On s'est rendu compte que dans d'autres pays, il y a tout un processus, il y a des ressources qui sont dédiées, il y a des fonds qui sont dédiés pour accompagner les jeunes à s'installer dans l'agriculture. Or, au Sénégal, il n'y a pas un accompagnement de ces jeunes. Et on a vu ce qui se passe. Les jeunes sont dans les exploitations. Il paraît fait une étude emploi des jeunes et migration en Afrique de l'Ouest en 2017 et avait montré. Je me rappelle. Voilà, et cette étude avait montré que les jeunes préfèrent aller travailler comme ouvriers agricoles plutôt que d'être bénévoles dans leur propre exploitation familiale. Ce qui se comprenait, parce que les jeunes avaient des besoins qui ne sont pas pris en compte par l'exploitation. On avait même fait un police hybride pour interpeller les organisations paysannes, les leaders, pour leur dire attention, c'est un point d'attention qu'il faut prendre en compte. Il faut que vous abordiez cette question de manière ouverte et que vous trouviez des solutions. Parce que si le jeune fille ou garçon continue à travailler dans l'exploitation familiale et qu'il n'est pas rémunéré, il a des besoins qui ne sont pas pris en compte, il préférait aller ailleurs. Donc, je pense que ça montre simplement qu'il y avait un besoin d'avoir une stratégie nationale d'insertion des jeunes. Et aujourd'hui, il y a tout un processus qui est posé, notamment avec une stratégie d'installation et d'insertion des jeunes, qu'ils viennent des écoles, qu'ils soient des jeunes diplômés, qu'ils soient aussi des jeunes issus de ces exploitations familiales. Et je pense que si on combine la retraite pour le chef d'exploitation, la possibilité qu'il puisse se retirer à un moment et qu'il puisse avoir bénéficié d'un certain nombre de soutien et que son fils puisse reprendre l'exploitation et avoir des mécanismes d'accompagnement. Je pense que ça permet effectivement d'améliorer les conditions de vie en milieu rural. Et ça nous semble être un point important qui commence à sortir. Et en fait, c'est la question de financement. Aujourd'hui, tout le monde voit les investissements qui ont été apportés dans le financement pour l'installation des jeunes. Vous avez aujourd'hui Prodac, vous avez Anida, ANPEJ, etc. Et toutes ces initiatives gouvernementales avaient pour but justement de réduire la pression en tout cas des jeunes qui voulaient aller en migration en tout cas hors du Sénégal. Vous vous rappelez un peu du plan REVA que le président Wade avait mis en place. Et d'ailleurs, on disait que l'agriculture. Voilà, pour le retour vers l'agriculture, pour un peu répondre aux vagues des migrations clandestines qui ont eu lieu dans les années 2005. On en avait même consacré un article là-dessus sur le financement de Osiwa. On avait étudié 4 pays, le Mali, la Mauritanie, le Ghana et le Sénégal, pour voir les causes structurelles de cette migration et voir quelles sont les stratégies proposées.
Mais à l'époque, on disait déjà que le plan REVA, et les jeunes nous le disaient, ne faisait pas rêver. Et deuxièmement, le plan REVA qui voulait juste retenir les jeunes était même une forme d'encouragement à la migration des jeunes. Parce que si vous ne tentez pas de migrer, vous ne pouvez pas bénéficier du plan. Donc, c'est pour vous dire, toutes les politiques publiques qui ont été des réactions n'ont pas été forcément réfléchies, n'avaient pas pris le temps long de réflexion, d'analyse pour justement proposer des solutions adaptées aux conditions et au contexte d'alors. Et je pense qu'aujourd'hui, toute la question, c'est comme la loi d'orientation agro-silvopastorale offre un cadre réglementaire, juridique, pour prendre en charge toutes ces questions, y compris la place des femmes dans l'exploitation, la place des jeunes, la place même de chefs d'exploitation, quels qu'ils soient, hommes ou femmes, mais également l'investissement dans l'équipement rural. Parce que nous savons tous que l'essentiel de l'investissement dans le matériel agricole avait concerné le gros matériel, alors que les besoins n'étaient pas forcément en fonction des régions, en fonction des acteurs, avaient besoin d'être effectivement pris en compte. Merci beaucoup, cher Omar. Alors, vous avez dit une chose très importante. Vous avez parlé de la loi, du projet Retour vers l'agriculture qui, quelque part, n'avait pas atteint son objectif. Mais est-ce qu'on peut dire aussi, comme le souligne Dr Hatch, est-ce qu'on peut dire aussi même que ces projets-là ont contribué à concurrencer l'implémentation de la loi ASP, qu'il s'agisse du plan REVA, de la Goana, de la PENAR, et du programme d'autosuffisance en riz, la grande offensive pour la nourriture et l'abondance? Est-ce que ça dénote aussi d'un manque de volonté, ce manque de volonté politique dont vous discutiez auparavant? Est-ce que ça se manifeste par cette pléthore d'initiatives qui ne contribuent pas au programme central, à la loi centrale? Totalement. Mais en fait, la loi a été quasiment oubliée. Parce que le problème que nous avons souvent au Sénégal, c'est on vote de très bonnes lois et après on les met dans les oubliettes de l'histoire. Or, le problème principal a été l'effectivité, la mise en œuvre effective de la loi, en tout cas des projets de décret. Si vous regardez, de 2004 à 2007, il n'y a pas eu un seul décret d'application qui est sorti. Donc ça montre, alors que pendant ce temps, le président Wade continuait à faire ce qu'on appelait les programmes spéciaux, programme spécial maïs, programme biocarburant, programme manioc, etc. Bon, sans concertation avec les acteurs, alors qu'il lui suffisait simplement de convoquer le Conseil supérieur d'orientation agro-silvopastorale pour dire le gouvernement entend, en réaction à tel et tel élément, proposer au Sénégal un programme. En tant que représentant des organisations paysannes, j'aimerais discuter avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont vos propositions? Et là, ça aurait créé, alors que l'outil était là et personne ne s'en est préoccupé. Donc, quand on analyse sur le fond et on voit en fait la première, parce que vous l'avez rappelé, j'ai été directeur du BAM et en 2004, j'avais organisé le premier mardi du BAM que j'avais créé, les mardis du BAM. Et en ce moment, la première thématique, c'était justement sur un regard croisé sur la loi d'orientation agro-silvopastorale. Et ça avait permis, à l'époque, Dr Jacques Faye, qui représentait en fait les organisations paysannes parce que c'était un de leurs conseillers, juste au moment de la création de l'IPA. Et vous aviez Dr Diogo Diène, qui était au niveau du ministère de l'Agriculture en charge de la mise en œuvre de la loi, en tout cas de l'élaboration de la loi. Et donc, le regard croisé avait permis de montrer effectivement un intérêt à améliorer le processus justement d'élaboration de cette loi. Mais on s'est rendu compte, et ça après coup, on peut, avec un peu de recul, on se rend compte que le fait que le président Wade, dès qu'il a engagé la LOA, parce que ça s'appelait loi d'orientation agricole, avait en tête l'idée de faire passer la réforme foncière. Mais tout de suite, avec l'appui de Jacques Faye, de l'IPAR et d'autres acteurs, le CNCR a négocié pour le retrait du chapitre relatif à la réforme foncière en disant la réforme est tellement importante qu'on ne peut pas la mettre dans une loi agricole. On peut différer sa mise en œuvre au moins de 2 ans. Et donc, c'est ça qui était le consensus. Mais après, on se demande, est-ce qu'il n'était pas frustré? Est-ce qu'il avait lâché en tout cas est-ce qu'il avait lâché du lest? Est-ce qu'il avait accepté le principe de retirer en tout cas le chapitre sur le foncier?
Mhm. Euh, et j'ai l'impression que cela a fait qu'il s'est détourné plus ou moins de la loi. Parce que D'accord, ce qui est l'essence de la loi pour lui, c'était d'accord, qu'il fallait que la loi règle en même temps la question de réforme foncière. Et d'accord. donc, comme le piège a été peut-être identifié, ou en tout cas, les organisations paysannes ont demandé à ce que ça soit retiré, donc ça l'a pu intéresser. Bref, c'est pour vous dire simplement que Mhm. si on analyse sur le long terme, on se rend compte qu'il y a un problème de manque de volonté politique. Mais Mhm. aussi, il y a un problème de rationalisation des interventions. Mhm. Parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément d'investissements dans le matériel agricole, dans l'emploi des jeunes, etc. Mais très peu en cohérence avec une loi qui a été comme une des lois les plus innovantes Mhm. en matière agro-silvopastorale et halieutique. Mhm. Donc, ça pose un certain nombre de questions en Mhm. termes de rationalisation, mais en termes de cohérence d'ensemble. Parce Mhm. que vous voyez, un élément qui a été aussi décisif dans la faible mise en œuvre de la loi, c'est que, disons, c'était l'instabilité institutionnelle. Il y a Mhm. eu beaucoup de changements au niveau du ministère de l'Agriculture et même Exact. d'appellation. On avait le ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique, ministère de en L'élevage. lac, ministère, etc. Mhm. Euh, ministère, parfois, on met ensemble l'élevage avec l'agriculture, parfois on les sépare, etc. Je pense que cela prouve encore une fois de plus que nous avons besoin Mhm. d'institutions fortes, Mhm. d'une vision claire qui est définie dans le cadre de la loi, mais Mhm. aussi de l'application de cette vision. Et ça, Exactement. ce n'est pas que l'affaire de l'État, c'est l'affaire de l'État. Les Mhm. organisations paysannes ont un rôle à jouer, Mhm. le secteur privé particulièrement, parce que de plus en plus, on parle de la nécessité de mettre des ressources publiques, Mhm. mais aussi des ressources provenant du secteur privé dans l'agriculture. C'est Mhm. comme ça qu'on peut transformer l'agriculture et l'adapter au contexte de changement climatique et surtout avec l'objectif d'atteindre la souveraineté alimentaire qui est effectivement l'objectif principal visé dans les politiques publiques, particulièrement avec le nouveau régime. Merci beaucoup. Alors, vous me permettez de faire une belle transition, la souveraineté alimentaire. Alors, on constate qu'il y a une volonté politique forte de ce nouveau régime qu'il a souligné dès le programme qu'il a proposé aux Sénégalais, de mettre au cœur la souveraineté économique, alimentaire, environnementale et tout. Je vais vous demander quels sont selon vous les trois défis ou écueils à éviter pour que ce processus-là, qui semble avoir bien pris en ce moment, parce que vous semblez avoir un processus clair, une feuille de route très claire, des objectifs clairs à atteindre, comment faire en sorte que ce processus-là puisse être mené à terme en atteignant les objectifs désirés? Alors, pour nous, la première chose, et c'est ce qui sort aujourd'hui des consultations, on vient de faire les 14 régions du Sénégal, de Mhm, travailler sur 5 thématiques mhm, pratiquement. mhm. Quelles Et sont ces 5 thématiques? il y a la modernisation de l'exploitation de l'agriculture familiale, la Mhm, question des pêcheries, l'impact du gaz et du pétrole sur la pêche artisanale, mhm, comment l'intégrer dans le cadre de la loi. mhm. Ensuite, sur le pastoralisme, vous savez Exact. que d'abord, de manière générale, sur l'élevage, Mhm, euh, avec des préoccupations particulières, mais surtout sur l'alimentation du bétail, mais aussi les espaces pastoraux de mhm, plus en plus mhm. qui se réduisent. Et Exact. soit avec la compétition avec l'agriculture ou avec l'urbanisation, en tout Mhm, cas avec les questions démographiques. mhm, Alors qu'on veut atteindre la souveraineté en mouton de Tabaski, on veut assurer que l'élevage contribue, en tout cas diminuer la facture mhm. d'importation du lait qui se situe quand même à plus de 60 milliards par Exact. an. Donc, Mhm, entre autres. Et aujourd'hui, quand on regarde de manière générale, on se rend compte que le Sénégal importe mhm, 1070 milliards de mhm, francs CFA chaque année, mhm, en tout cas pour son alimentation. Ce qui est une gageure, une incongruité même, je dirais. Parce que mhm, d'autant plus qu'on a toutes les potentialités pour produire ce dont nous avons besoin. mhm, La quatrième thématique, c'est en lien avec le financement mhm, agricole, agro-silvopastorale et halieutique qui est en cours. Et la cinquième thématique a trait effectivement à tout ce qui est nexus eau, terre, mhm, forêt, pour mhm, justement permettre de prendre en compte les questions foncières, les questions de gestion durable des ressources et la préservation des forêts. À mhm, côté de cela, nous avons conduit un certain nombre de processus mhm, en lien, par exemple, avec les acteurs, mhm, notamment les jeunes, les femmes, mhm, le secteur privé. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la semaine prochaine, on aura aussi avec les personnes handicapées mhm, qu'on fera à Kaolack. Et enfin, nous aurons aussi, nous avons déjà fait avec l'Assemblée nationale. mhm, Ça montre
une volonté de ne laisser personne en rate et de développer toutes les composantes de la société sénégalaise. Et c'est le message qu'on a. Donc, de tout cela, on s'est rendu compte de trois choses. La première, c'est que les acteurs proposent ce qu'on appelle une institutionnalisation de la concertation. Chaque année, que le président puisse rencontrer. Et cette année, le président a accepté de rencontrer les organisations socio-professionnelles agro-silvopastorales et halieutiques, ce qui est une très bonne avancée. Exactement. Le deuxième point, c'est en lien avec ce qu'on appelle le financement. Tant qu'on n'a pas un plan d'investissement quinquennal, qui peut même être décliné au niveau, par exemple, des territoires, avec un fonds intégrant des guichets qui soient rationalisés, et qui soit augmenté. Aujourd'hui, on a une fenêtre d'opportunité avec le gaz et le pétrole. Quels sont les ressources souveraines, les ressources souveraines qu'on peut en tout cas, mettre à la disposition de ce secteur qui est clé dans le développement économique du pays. Parce que c'est un secteur générateur d'emplois, donc, mais aussi de création de devises. C'est un secteur qui permet aussi de lutter contre le chômage des jeunes, mais également pour accélérer l'autonomisation économique des femmes, parce que les femmes transforment, les femmes produisent, elles commercent. Et je crois que si on regarde le long des chaînes de valeur, chaque maillon est susceptible d'être générateur justement de prospérité. Enfin, nous avons aussi toute une perspective par rapport à l'installation des jeunes, mais également la réforme foncière dont on a parlé tout à l'heure. Ça fait un certain nombre de chantiers sur lesquels, si on y travaille, et qu'avec l'État, on met les mécanismes de mise en œuvre effective cette fois-ci. Parce qu'un des problèmes aussi de la mise en œuvre de la loi précédente, c'est qu'il n'y a pas eu, par exemple, de mécanisme de suivi. Exactement. Oui. Et ça pose un problème. Aujourd'hui, il est proposé d'avoir un mécanisme de suivi qui permettra justement d'évaluer les progrès, de corriger, de s'assurer que les politiques publiques sont en adéquation avec les orientations stratégiques définies dans la loi. Et je pense que ça, c'est un élément fondamental. Et nous espérons être entendus justement lors de la rencontre avec le président de la République. Certainement, c'est des questions que les organisations paysannes vont aborder. Et ça permettra, en tout cas, de sortir avec des propositions concrètes qui permettront au Sénégal, enfin, d'aller vers la souveraineté alimentaire et de porter cela. Et c'est possible, mais à condition qu'on transforme structurellement notre économie, mais aussi qu'on accepte de mettre les moyens qu'il faut, d'accompagner les acteurs et de s'assurer que ce que nous produisons, ça peut nourrir les Sénégalais et même contribuer en tout cas au développement de la sous-région. Parce que je pense que le Sénégal ne peut pas se développer sans une intégration de son économie avec ses voisins. Et je veux parler du Mali, de la Mauritanie, de la Guinée, de la Gambie bien sûr, et de la Guinée-Conakry. Je pense que on a besoin aujourd'hui de réfléchir intégration. Et cette intégration, il faut la rendre effective. Et aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il faut en termes de technologie, en termes d'innovation, en termes de réflexion stratégique. Mais le problème du Sénégal et de l'Afrique de manière générale, c'est la mise en œuvre, en tout cas concertée, des politiques publiques, que les décideurs politiques acceptent de travailler avec les acteurs qui peuvent effectivement porter ce processus et ensemble arriver à des politiques inclusive, mais aussi qui change l'avenir de nos compatriotes. Alors, qu'en est-il? On a récemment assisté avec Dr Astou Diaw Camara à une consultation à Thiès, à laquelle tu m'avais d'ailleurs invité, sur le rôle du pastoralisme dans ce processus de révision de la LOSP. Alors, cette révision concerne aussi la modernisation de l'agriculture familiale. Alors, on sait très bien que le Sénégal a été marqué par un certain dualisme entre agriculture familiale et secteur privé, le rôle des entreprises, des agribusiness, comme on dit. Alors, comment est-ce que vous espérez, avec cette révision de la LOSP, surmonter ce dualisme et arriver à ce que chaque facette de cette équation s'y retrouve avec cette nouvelle LOSP? Oui, justement, c'est là où vous voyez que dans le processus de consultation des acteurs, nous avons essayé d'élargir au maximum et même d'avoir une rencontre dédiée à l'agriculture familiale, mais une autre aussi au secteur privé, dans laquelle, justement, dans le secteur privé, on voit aussi des représentants des organisations de producteurs qui sont certaines chaînes de valeur, qui sont porteurs d'investissement, etc. Donc, c'était intéressant. Et d'ailleurs, la rencontre avec le secteur privé a été l'occasion
de confronter. On a eu la chance d'animer cela, mais on a vu tout de suite il y avait un intérêt de se parler, de mieux se connaître et de comprendre que si vous voulez que nous soyons des alliés, nous devons être peut-être dans une sorte d'alliance. D'alliance entre le secteur privé et les porteurs de l'agriculture familiale. Et deuxième élément, ce qui était intéressant dans le débat, c'est qu'on a vu que souvent l'investissement voyait comme obstacle l'accès à la terre. Et les producteurs considéraient que la terre, c'est le seul intrant qu'ils ont. Exactement. C'est la seule chose qu'ils ont. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'as que la terre. Si on considère que ton apport n'est pas conséquent, ça veut dire que tu ne représentes rien. Et donc, il y a eu un excellent débat et je pense que ça manque au Sénégal d'arriver à des situations de dialogue et de confrontation d'idées, mais surtout avec un objectif commun. Parce que l'objectif était de dire, nous voulons atteindre la souveraineté alimentaire, comment y arriver? Chacun avec les moyens qu'il a. Et quels sont les goulots d'étranglement que vous identifiez? Si on les lève, ça peut nous permettre d'aller vers la souveraineté alimentaire. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. À l'arrivée, on a pu mettre en place une sorte d'alliance et les. Mais le deuxième élément, quand on parle de modernisation, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de la modernisation du type introduction des technologies, comme par exemple les tracteurs, comme certains gouvernements ont eu à le faire. On achète énormément de tracteurs, mais les tracteurs, ce n'est pas pour certains types de sols, ce n'est pas pour certains types d'agriculteurs qui ont besoin d'un équipement beaucoup plus modeste et qui est adapté à leurs conditions de vie et de travail, même si les tracteurs sont aussi utiles. Je pense que c'est cette réflexion qu'on doit avoir et nous pensons que s'il y a un dialogue permanent, un échange entre les différentes parties prenantes, notamment l'État, le secteur privé, les organisations paysannes, professionnelles de manière générale, agricoles, agro-silvopastorales et halieutiques, les femmes transformatrices, les jeunes, et je crois que les collectivités territoriales, parce qu'aujourd'hui, on a le pôle territorial. Exactement. On ne peut pas faire l'agriculture de la même manière partout. Il y a des espaces qui doivent être dédiés justement à la préservation justement de l'élevage pastoral. Parce que l'élevage pastoral permet de produire les moutons de Tabaski que nous avons au prix que nous les. Parce que si tu devais être intensif, le prix du mouton peut-être allait pas être moins de 300 000. Exactement. Or, si on va continuer à avoir des moutons qui coûtent 80 000, 100 000, on doit pouvoir rester dans ce type d'élevage, mais qui ne peut plus être le même. Parce que les espaces se réduisent naturellement, parce que la population sénégalaise augmente, et l'espace du Sénégal n'augmente pas. Donc, ça veut dire que nous devons prendre en compte la nécessité d'ajuster nos stratégies par rapport aussi au contexte de changement climatique, par rapport au contexte simplement de démographie, d'urbanisation. Exactement. Et aujourd'hui, nous devons plus penser l'agriculture sous l'angle du consommateur. Qu'est-ce que le consommateur sénégalais veut consommer, mais mieux, qu'est-ce qu'il doit consommer? Si je dis doit consommer, c'est-à-dire qu'on doit être dans un patriotisme économique qui permet de dire j'accepte de consommer ce que mon pays produit et on essaie d'améliorer la qualité de cette production. On essaie de montrer qu'on a tous intérêt et au vu des interactions qui existent entre la production locale, la souveraineté à laquelle nous invitons nos compatriotes. Et je pense que si on réussit à le faire, peut-être on trouvera les synergies nécessaires, d'abord de manger sain, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est la malbouffe. Le problème que nous avons, c'est les maladies non transmissibles. Et donc, tout cela est lié à nos modes de consommation. Donc, on doit réfléchir sur notre culture, réfléchir sur comment réhabiliter notre façon de percevoir le monde et quelle est notre contribution et de quoi avons-nous besoin et qu'est-ce qui est disponible dans nos territoires et comment les valoriser. Je crois que c'est un ensemble de changements qui appellent effectivement non seulement des changements qualitatifs, mais qui appellent une rupture quelque part dans notre façon de regarder le monde, dans notre façon d'attendre des autres et dans notre façon de contribuer au développement économique, social et culturel de nos États. Sans culture, on ne peut pas développer l'économique et nous pensons qu'il faut combiner les deux sur la base de nos valeurs culturelles et nos valeurs culturelles et être sûr que ce que nous faisons n'est pas simplement, on ne regarde pas la terre seulement sous l'angle économique ou sous l'angle marchand. Et on doit regarder la terre comme aussi un espace de vie et de reproduction et un espace qui intègre
nos valeurs culturelles et culturelles. Notre identité même. Donc, merci infiniment, cher Omar, parce que c'est un appel à un changement holistique que vous lancez, non seulement nos manières de faire, mais aussi nos manières d'être et de nous percevoir, et quel rôle on doit aussi nous-mêmes jouer dans ce processus. Alors, vous avez aussi parlé d'un terme clé de synergie. Alors, si on parle de synergie, quel est le rôle des think tanks comme IPAR? Quel est le rôle de l'université? Quel est le rôle de la société civile? Parlons de cette synergie, cher Omar, dans ce processus de révision et d'identification de nos politiques publiques. Mais parfaitement, je pense que la synergie, elle est essentielle. C'est-à-dire que si on ne rationalise pas nos interventions, on risque tous de répéter les mêmes éléments et le faire mal. Or, nous avons aujourd'hui, compte tenu de la rareté de ressources, nous devons d'abord faire ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Ce que vous pouvez faire, je dois être capable de dire quelle valeur ajoutée j'apporte et quel est mon niveau d'intervention qui ne répète pas ce que tu es en train de faire. Et je pense que cet esprit de co-construction des politiques publiques part d'abord de nous-mêmes interroger notre façon de faire la recherche. Parce qu'aujourd'hui, l'agenda de recherche est malheureusement dicté par ceux qui financent la recherche et souvent par l'Occident, par les partenaires. Et comment arriver à ce que nous-mêmes, on puisse réfléchir sur les moyens nécessaires à conduire des recherches de qualité qui soient pertinentes et qui soient adaptées aux moyens dont nous disposons. Et à partir de là, maintenant, quel type de partenariat? Parce qu'il y a des recherches qui nécessitent aujourd'hui des technologies qui appellent à des partenariats au niveau mondial. Mais avant d'y arriver, je pense qu'aujourd'hui déjà, il y a un travail, un effort à faire entre les think tanks. Et j'ai la chance aussi de présider le réseau des think tanks du Sénégal qui s'appelle CNRTT, qui regroupe une vingtaine de think tanks du Sénégal avec plusieurs universités et des autres centres. Mais l'intérêt, ce qu'on essaie de faire, c'est comment arriver, en lien avec le RASA, en lien avec d'autres partenaires qui sont de la recherche, et c'est Cheikh Gueye d'ailleurs qui en assure le secrétariat général. RASA, comment qui arriver... est le Rassemblement africain. Voilà. J'oublie le rapport alternatif africain, ouais, sur la souveraineté africaine. Ouais. Exactement. Et ça montre effectivement qu'il y a un besoin aujourd'hui de synergie, comme vous le dites, et que cette synergie, aujourd'hui, il y a énormément d'intellectuels, de chercheurs, d'universitaires qui ne demandent que cela. Mais peut-être qu'on manque d'espace de convergence, de co-construction de nos perspectives. Et je pense que nous devons aussi être modestes, parce que la recherche n'a pas toutes les réponses. Le décideur politique, il a un temps limité, c'est vrai, mais en même temps, c'est lui qui détient le suffrage des Sénégalais. On doit aussi lui permettre, par rapport à ses orientations, même si elles peuvent ne pas correspondre aux résultats dont nous disposons, se faire la violence de comprendre que nous devons aussi entrer dans leur façon de faire pour comprendre les mécanismes proposés et essayer de les améliorer de l'intérieur. Ne pas être un peu dans le nihilisme ou dans l'a priori. Et ça, je crois que même c'est anti-recherche. Et je pense qu'on a des convergences à créer, des synergies à développer et une rationalisation des interventions et du financement endogène. On ne peut pas avoir une souveraineté économique, financière, alimentaire si on ne commence pas par d'abord mettre des ressources nécessaires à la disposition de nos recherches, nos chercheurs et améliorer ensemble parce que le pays nous appartient, l'Afrique nous appartient et nous devons travailler en synergie et en collaboration. Merci infiniment, cher Omar. Alors, je pense que la définition holistique continue parce qu'au-delà de la seule souveraineté alimentaire, il y a aussi la souveraineté dans la manière de faire nos recherches. Donc, il faut avoir les moyens de nos ambitions. Vous avez parlé de mobilisation des ressources domestiques, aussi bien matérielles qu'immatérielles. Vous avez appelé à une synergie entre les différentes parties prenantes, les acteurs, les think tanks, les organisations paysannes, mais aussi les universités et autres initiatives telles que le RASA. Vous avez aussi parlé de la nécessité tout simplement d'avoir cette volonté politique qui, je pense, aujourd'hui, nous nous trouvons à un moment crucial car il y a cette volonté, en tout cas politique, du gouvernement actuel d'embrasser cette souveraineté alimentaire.
Merci infiniment, cher Omar. Je pense qu'en 30 minutes, vous nous avez fait l'économie du chantier vaste qu'il reste à réaliser pour atteindre cette révision de la loi ASP. Mais je voulais prendre le temps de vous remercier parce que vous avez démontré aujourd'hui votre expertise sur ce sujet crucial, mais aussi le rôle central de leadership que vous jouez dans ce processus. Vous avez parlé d'intégration régionale aussi à la fin. Je pense qu'organisation ne saurait être plus adéquate que IPAR, qui a ses ramifications dans toute l'Afrique de l'Ouest, pour porter aussi ce processus. Donc, merci beaucoup, cher Omar, pour avoir partagé votre temps, votre expertise sur ces questions. Et je vous souhaite bon vent pour réaliser les objectifs souhaités. Est-ce que vous avez un dernier mot, peut-être un appel concernant la rencontre de mars? Un mot, 1 minute qui vous reste. Alors, 1 minute, c'est pour d'abord vous remercier, hein. Je pense que votre rôle est très important dans l'écosystème justement de recherche ça permet effectivement de mobiliser un certain nombre d'informations. Le deuxième élément, c'est comment arriver à ce que les décideurs politiques écoutent aussi les résultats de la recherche, les évidences scientifiques qui sont pour éclairer parfois les décisions. Parce que la décision politique, c'est l'arbitrage. Exactement. Et donc, on a besoin souvent de les accompagner en considérant qu'ils doivent aussi investir dans la recherche. Vous avez vu, aujourd'hui, on n'a pas eu le temps d'en parler, la décision de certains États, par exemple, de ne plus subventionner la recherche ou en tout cas le développement. Donc, nous devons prendre notre avenir, Oui. voilà, notre avenir en main et s'assurer que nous pouvons aussi, quand on parle de souveraineté, que ça soit concrètement mis en œuvre et que je crois que nous sommes porteurs de cette transformation et nous devons croire surtout à notre jeunesse, aux femmes, aux jeunes et à l'ensemble de la société sénégalaise et africaine. Donc, merci infiniment, cher Omar, d'avoir partagé votre rôle dans ce processus, le rôle de IPAR de manière générale dans la réflexion sur les politiques publiques impactantes. Merci beaucoup et au plaisir d'une prochaine conversation. Merci beaucoup et merci aussi au ministère de l'Agriculture de nous avoir fait confiance. Et merci à vous aussi pour cette opportunité. Merci infiniment, cher Omar, et à très très bientôt.